bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Anthony Villéger, je suis président de la Fédération française des professionnels de la communication par l'objet et je suis assisté de Gérald. Gérald Paya, et moi je suis consultant formateur pour la FPCO. Et plus spécifiquement de FPCO formation. Tout à fait. Nous allons aborder aujourd'hui un thème qui est important, qui est l'objet média responsable et surtout la révolution par le fond et la forme. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est d'aborder à la fois ce qui se passe depuis 1 an et demi sous la forme de plusieurs chapitres, comme un livre ouvert, qu'on essaiera de refermer à la fin, ou on verra peut-être d'écrire un autre livre ou un autre chapitre. L'idée, c'est d'essayer de vous faire comprendre l'écosystème actuel, d'essayer de comprendre comment en fait, la fédération peut aussi vous aider à mieux appréhender cette situation, qui est à la fois une situation individuelle par rapport à nos problématiques, mais aussi une situation collective. Et comment faire en sorte de pouvoir progresser grâce à finalement cette crise, en tout cas à ce qui nous touche. Alors, cette crise, et on en parlait juste avant que vous arriviez, cette crise, effectivement, elle a amplifié et elle a mis à nu à la fois des disparités, des gens qui étaient très au fait de la RSE, très au fait du contrôle qualité ou de la qualité au sein de leur structure. Et ça a mis aussi à nu des gens qui avaient de profondes convictions et qui ne les avaient pas tout à fait formulées. Ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, évidemment, c'est que ça a mis à nu aussi des gens qui avaient à la fois des engagements réels, mais d'autres qui avaient des engagements fictifs, c'est-à-dire qui avaient mis en place des brochettes de labels ou de pseudo-labels sans réellement se poser la question de prouver ou de mettre en place en fait, les process réellement dans leur entreprise. Alors, ce qui se dit souvent, c'est que on est très content de revenir à cette normalité. C'est bien, on se revoit tous comme avant. Et en fait, cette normalité, elle n'existera plus. Elle n'existe plus, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les choses ont changé, et c'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. Et effectivement, le marché de l'objet média, et plus spécifiquement la totalité de son écosystème. Quand je parle de l'écosystème, je parle des parties prenantes. Donc c'est à la fois les distributeurs, les fournisseurs, les marqueurs et tout l'écosystème et les parties prenantes de ce marché. Eh bien, a été touché par cette crise et puis a essayé de faire une introspection en fait, pour essayer de comprendre quelles étaient les possibilités, les nouvelles possibilités de marché. Alors, qu'est-ce qui est ressorti avec cette crise? En fait, c'est tout d'abord un devoir de transparence et de responsabilité, ça c'est important. Mais c'est pas le tout de faire un constat. Il faut aussi pouvoir se dire quelle réponse j'y apporte et comment j'apporte cette réponse. Et donc c'est là où effectivement la fédération peut apporter quelque chose d'intéressant et d'important. C'est une réponse qui peut être collective, ça c'est extrêmement important, et surtout de la co-construire. Encore une fois, si on ne profite pas de cette situation pour changer les choses, c'est gâcher de façon irresponsable cette crise. Alors, je vous parlais de prise de conscience collective. La prise de conscience collective, elle est à la fois inhérente à l'objet média, mais aussi inhérente à vos structures. Pour ça, les acteurs de l'objet média, c'est-à-dire que je vous parlais des parties prenantes, à la fois marqueurs, distributeurs ou fournisseurs, ils doivent prendre en compte le fait que les objets doivent être faits avec du bon sens. Alors le bon sens, c'est quoi? C'est à la fois protéger la marque, protéger l'utilisateur, et puis prendre conscience de l'impact sur la planète. Quand on parle de l'impact sur la planète, c'est pas uniquement se soucier de la fin de vie du produit, c'est aussi de se soucier de l'impact social qui est inhérent en fait à la production du produit. Et ça, vraiment, c'est hyper important. On en parlera ensuite, mais l'idée, en fait, c'est d'accompagner tous les acteurs avec la fédération à
à mieux se mouvoir en fait dans ce monde en mutation. Alors, pour reprendre les missions caractéristiques de la fédération, de FPCO, c'est à la fois de former. Donc on en parlait avec Gérald, et c'est Gérald qui est le cœur du réacteur de FPCO Formation. C'est d'informer, et ça c'est plutôt Juliette qui s'occupe grâce à la veille à la fois des fournisseurs, la veille technique, la veille réglementaire, de vous informer pour essayer d'avoir la plupart des informations qui vont vous permettre de conduire votre business de la façon la plus propre possible. Et puis, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est de faire valoir la capacité de l'objet média à être utile dans le quotidien des utilisateurs, parce que ça, c'est le plus important, à être durable dans son usage et responsable dans sa conception. Alors, j'insiste bien en fait sur ce triptyque. Vous allez l'entendre dans les prochaines années. En tout cas, nous, on fonde notre discours là-dessus. C'est vraiment utile, durable et responsable. Utile, durable et responsable. Utile, durable et responsable. Utile, pourquoi? Parce qu'un produit qui est fondamentalement inutile va être mis dans un tiroir et ne va pas être utilisé à bon escient. Ça veut dire que la marque qui vous aura fait confiance, qui vous aura donné son budget, finalement terminera à la poubelle. Donc, utilisation du budget marketing zéro. La RSE zéro. Ensuite, durable dans son usage. L'idée, c'est d'essayer de mettre sur le marché des produits qui sont le plus durable possible, mais dans l'utilisation, avec des matériaux qui vont être nobles, des matériaux qui vont être éprouvés et qui vont pouvoir être utilisés, en tout cas dans le quotidien. Et puis, responsable dans sa conception, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois responsable dans son éco-conception, mais c'est aussi être responsable socialement. C'est pour ça qu'on parle de conduite du changement qui doit être exemplaire et prouvé. Donc aujourd'hui, en fait, ce n'est pas juste de mettre en place des choses, c'est aussi prouver que les choses sont bien mises en place. Alors la fédération, en termes de la FPCO, en tant que fédération professionnelle, s'est saisie en fin de compte de ce changement, de cette mutation, en développant une feuille de route RSE fin 2019 déjà, voilà, tout à fait, avec différentes étapes. Et on va parler d'une des étapes la plus importante, c'est ce que soulignait tout à l'heure Anthony, c'est le fait de former, en fin de compte, d'informer, de former l'ensemble des acteurs de la fédération, mais aussi du métier, parce qu'il y a aussi des non-membres qui entendent et qui écoutent ce que la DFPCO raconte. Et au-delà, je dirais, le fait d'être en capacité, enfin, quand l'ensemble des acteurs de la fédération doivent se mettre en logique d'être en capacité de répondre aux besoins des annonceurs, puisque c'est quand même les annonceurs qui nourrissent toute la filière, hein, il ne faut pas l'oublier. Et pour cela, en fin de compte, il est important de se dire que, comment dirais-je, que passer du goodies à l'objet média responsable implique des devoirs pour tous les acteurs de la filière. Et ce sont entre autres de ces devoirs dont on va essayer de parler maintenant dans les prochains slides. Et quelles sont les actions majeures en fin de compte qui sont proposées par la fédération aux différents acteurs de la filière pour justement pouvoir aller rechercher un objet un objet média de plus en plus responsable. Alors juste un petit point, moi j'aime bien souligner une chose, c'est que aujourd'hui, la RSE, c'est ce qu'on voit marqué tout en bas du slide. Aujourd'hui, la RSE, j'aime bien cette comparaison. En gros, c'est Internet il y a 30 ans. Vous savez qu'Internet a 30 ans aujourd'hui, en 2021, puisque le web naissait en 1991, en 1991, j'étais un peu en avance. Et en 1991, il y avait au niveau mondial 1,5 million de machines interconnectées. 3 ans après, en 1995, il y en a eu 3 millions rien qu'aux USA. Et puis vous savez où on en est aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire le dessin. Donc je pense que la RSE aujourd'hui, on est vraiment dans cette comparaison-là. Et c'est ce qui fait qu'on va devoir faire en sorte, en fin de compte, que chaque acteur puisse prendre sa place dans ce discours, faire en sorte qu'il puisse prendre en compte l'ensemble de ses devoirs et
comme l'a souligné tout à l'heure Anthony, par l'écrit des devoirs, mais le premier devoir, c'est la transparence, en fin de compte. Le premier devoir, c'est la transparence. On y revient, parce qu'on en parlait tout à l'heure dans la précédente conférence. Bon boost pour encore. Et au-delà de ça, on a aussi parlé dans la précédente conférence de l'éducation, hein, des acteurs du marché, entre autres, et aussi des annonceurs et potentiellement du grand public. Mais en tout cas, la fédération n'a pas aujourd'hui comment dirais-je, cette velléité ou cette ambition de voir parler au grand public, mais en tout cas au moins aux acteurs. Et moi, j'aime bien utiliser le mot d'évangélisation par rapport à l'éducation. C'est un petit peu osé peut-être, mais c'est juste pour le côté prêcher la bonne parole par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est d'essayer d'expliquer et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient conscients que lorsqu'ils vont parler, ils vont devoir le faire non seulement en toute transparence, mais en même temps en toute connaissance de cause. Pour cela, il convient effectivement que les différents acteurs puissent se former. Et c'est tout le rôle que la fédération essaye de mettre en place. On le verra tout à l'heure au niveau du programme qui a été développé. Et pour cela, je dirais, les distributeurs vont avoir un rôle fort, les distributeurs conseils vont avoir un rôle fort à jouer concernant justement orienter, je dirais, le discours commercial vers les annonceurs. Parce que certains annonceurs ne demandent pas de la RSE, entre parenthèses. Hein. Donc, quelque part, et on voit bien que l'offre produit aujourd'hui des fournisseurs est de plus en plus forte, de plus en plus présente. Faire en sorte aussi que si les annonceurs ont des besoins aussi d'avoir affaire à des distributeurs qui sont eux-mêmes engagés, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les annonceurs, en fin de compte, ont leur propre, souvent sur les grands annonceurs, des grandes sociétés, qui ont leurs propres contraintes réglementaires relativement fortes, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des règles qui existent par rapport à ça. Et pour cela, les annonceurs expliquent aux distributeurs d'agences conseil qu'ils ont besoin d'avoir une filière qui soit la plus engagée possible, avec un certain nombre de labels, de certificats, etc. Donc pour ce faire, il convient d'une part que les distributeurs, agences conseil, puissent elles-mêmes s'engager dans ces actions, être surtout dans la transparence sur ce qu'on appelle les allégations éco-responsables. Je rappelle qu'une allégation, ce n'est pas quelque chose qui est faux. Par définition, une allégation, c'est quelque chose que l'on dit. Elle peut être fausse ou elle peut être juste en tant que telle. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation par rapport à ces allégations, ce qu'on appelle aussi globalement en anglais le greenwashing. Mais il va y en avoir une, puisque en Europe, ils sont en train de se préoccuper de travailler sur le sujet. Et ça ne serait pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai manque de réglementation. Hein. Très clairement, les seules réglementations que l'on a, en fin de compte, on le voit au travers de réglementations européennes, que ce soit des règlements ou des directives concernant, par exemple récemment sur le bambou, hein, où la France s'est finalement alignée sur le reste de l'Europe. Mais en général, les réglementations arrivent qui sont surtout pour protéger principalement la santé humaine et animale, rarement pour contraindre sur la partie environnementale. Aujourd'hui, c'est relativement peu développé en termes de contraintes. Vous avez en tant qu'acteur de l'objet média, une responsabilité qui est énorme. C'est que vous mettez sur le marché des produits avec la marque de l'annonceur. Et vous devez, c'est ce que je vous ai dit dans la slide 2, vous devez en fait protéger cette marque. Vous devez à la fois protéger la marque, ouais. Vous devez protéger la marque et protéger l'utilisateur. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut bien prendre en compte ça. Il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas en compte. C'est-à-dire que quand il y a un problème avec le produit, ça peut arriver, c'est la marque de l'annonceur en fait, qui est mise à nu. Et derrière, en fait, il faut faire preuve d'ultra-transparence. Et si vous n'avez pas ni les certificats, ni la preuve de ce que vous avez montré ou démontré pour pouvoir vendre ce produit, c'est un château de cartes qui s'écroule. C'est-à-dire qu'à la fois, le capital marque de l'entreprise va s'étioler, votre capital marque il est fichu, et derrière, en fait, c'est aussi la totalité du marché de l'objet média qui est affecté par ça, parce que ça va créer effectivement un bad buzz qui va être repris par les médias, et toutes les entreprises qui travaillent dans le bon sens, en fait, vont être suspicieuses, enfin, en tout cas suspectées, et les annonceurs vont être suspicieux par rapport à ce marché. L'idée, là, depuis 10 ans, on met en place
vraiment énormément de choses. Là, depuis 5 ans, encore plus. Et là, maintenant, on arrive effectivement avec 2 FPSO formation à mettre des choses à mettre en place des choses qui sont vertueuses pour les entreprises, qui sont faciles à mettre en place par des programmes de formation, qui sont en 4 étapes. Et je termine là-dessus, mais c'est assez simple. Hein. C'est prise de conscience. C'est le premier point de la RSE, c'est la prise de conscience. Ensuite, le deuxième point, c'est tiens, qu'est-ce que je vaux dans la RSE? Donc c'est la notation, c'est aller voir des organismes de notation. Donc il y a EcoVadis, Asesia, enfin il y en a un petit peu. Le troisième point, c'est donc du coup, qu'est-ce que je vaux? Donc est-ce que je peux me former? Et le quatrième point, c'est la labellisation. Et ça peut se faire en 4 étapes assez facilement. Donc il n'y a pas de je suis en retard ou je peux pas ou c'est beaucoup trop gros, etc. Chacun peut effectivement aller chercher sa place en fait dans l'une de ces 4 étapes. Tout à fait. Donc, et tout à l'heure, on reprend le mot transparence pour les fournisseurs, mais c'est aussi valable pour l'ensemble des acteurs, naturellement. Et il est important, en fin de compte, qu'au niveau des labels, il faut que tous les acteurs, quels qu'ils soient distributeurs conseils, fournisseurs ou marqueurs, qu'il y ait une compréhension aussi des différents labels et certifications, que ce soit des labels de certification de démarche RSE, ou que ce soit aussi des écolabels produits, ou qu'est-ce que c'est un GUTS, en quoi engage un GUTS, en quoi engage un Ecotex, etc. etc. Un GUTS, normalement, doit être certifié sur l'ensemble de la chaîne, 100% de la supply chain. Très peu de gens le savent, et c'est compliqué, c'est très compliqué, et ça ne se fera pas en un tour de main, on en est bien conscient, mais je pense que si on n'explique pas justement quels sont les tenants et les aboutissants d'une démarche RSE, en tout cas de la transparence que cela amène, c'est la première étape en fin de compte pour ensuite continuer à s'engager et à pouvoir en discuter convenablement. Et surtout, l'idée aussi, c'est non seulement de ne pas parler, de ne pas faire de greenwashing, mais peut-être aussi de l'éviter, ou en tout cas de le détecter. Ça aussi, c'est important, puisque ça va dans les deux sens, en fin de compte, par rapport à ça. Et pour les fournisseurs, il y a un point important aussi que je voudrais quand même souligner, puisque les annonceurs ont besoin effectivement de pouvoir démontrer, les distributeurs agences conseil ont effectivement besoin de démontrer aux annonceurs qu'eux-mêmes, ils sont vertueux et qu'ils s'engagent dans la RSE, mais aussi que l'ensemble de la supply chain s'est engagé au-delà. Et là, c'est une difficulté parce qu'il faut effectivement que les différents fournisseurs puissent répondre aux besoins des distributeurs par exemple, on suggère aux distributeurs de mettre en place un paquet documentaire pour pouvoir envoyer, c'est un questionnaire, c'est des attestations de conformité à signer, c'est un code de conduite fournisseur, de manière à ce que les fournisseurs puissent montrer qu'ils s'engagent dans la démarche. Et c'est ce qui va permettre aux distributeurs, entre autres aussi, de pouvoir aller vers des labels ou des certifications, genre Ecotex EcoVadis ou Asesia, et démontrer justement aux annonceurs que l'ensemble de la filière va avancer dans le bon sens. Pour vous faire un topo de ce qui se passe aujourd'hui dans l'écosystème, si vous allez poser la question à Promotool ou European Sourcing, vous leur dites, vous avez combien de références dans votre catalogue, c'est-à-dire des références européennes? Ils disent, on a 2 millions de références. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en tant que distributeur de médias, on doit maîtriser les certifications et on doit maîtriser 2 millions de produits, ce qui est absolument impossible à faire. Donc c'est ce que dit un peu Gérald, c'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne le proposez pas. C'est ça aussi la transparence, c'est de pouvoir dire, je ne suis pas compétent pour le faire. Il vaut mieux être expert sur un produit, sur un marché, et aller proposer des choses qui sont à la fois qui vont matcher vos valeurs, que vous allez connaître, enfin des gammes de produits que vous allez connaître, que vous connaissez exactement, vous connaissez le fournisseur, vous connaissez comment il fonctionne, vous connaissez la véracité des éléments, vous avez vérifié en fait les différents certificats. Alors proposez avant tout ces produits plutôt que d'aller chercher ou sourcer des produits que vous ne maîtrisez pas. C'est ça en fait la première démarche RSE, vraiment, c'est d'essayer de mettre en avant et de proposer en fait des choses que vous maîtrisez avant tout. Alors, peut-être que l'objectif ultime, ça sera peut-être à terme, mais d'ici 30 ans, je ne sais pas, je ne maîtrise pas ça, mais qu'il n'y ait plus que des produits éco-responsables sur le marché. Mais ça, c'est vertueux, et c'est peut-être aujourd'hui même virtuel, d'ailleurs, en termes d'objectif. L'objectif aujourd'hui n'est pas, là, dans les médias, de faire en sorte qu'il n'y ait que ça, c'est de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus, d'une part, et deuxièmement, que lorsqu'on le dit que c'est,
effectivement éco-responsable, on est en mesure de le démontrer, de le prouver, de manière à donner justement cette logique de transparence qui est super importante et qui va permettre, d'ailleurs c'est même presque prendre de l'avance avant que la réglementation ne vienne. Et ça sera très bien pour la fédération, en tout cas, et pour l'ensemble des acteurs du marché, parce que... C'est ce qu'on a fait pour le bambou. Hein. Tout à fait, complètement. Et l'objet média, en fin de compte, est un des canaux de communication, de communication, qui a sa place entière, et elle devra l'avoir de plus en plus au travers justement de cette logique de RSE. Alors, on n'oublie pas nos amis marqueurs quand même, hein, parce qu'eux-mêmes utilisent des encres, certains solvants, et au-delà qu'eux-mêmes devraient aussi, lorsqu'on dit que le produit il est labellisé ou certifié GOTS par exemple, il devrait être aussi rentré dans la boucle, ce qui est rarement le cas. Et puis c'est les normes sociales, parce que c'est quand même des gens qui utilisent des produits chimiques. Tout à fait. Voilà. Ils sont responsables. Mais ça il faut non seulement protéger les personnes, mais en même temps protéger l'environnement, parce que là, les normes sociales et les normes environnementales, parce que bon, voilà. On a des... Et puis ce sont des gens qui peuvent être affectés par le caractère social, parce qu'ils embauchent souvent beaucoup de main-d'œuvre. Et ils ont souvent des audits sociaux, en fait, pour être... Tout à fait. Donc, au niveau des encres, il y a des choses à faire aujourd'hui. Il y a des encres aqueuses, d'origine végétale, certaines typologies d'origine minérale non fossile. Enfin, il y a des choses qui sont faisables et réalisables aujourd'hui. Et on va essayer de les emmener, de les entraîner dans cette cohérence-là, de leur faire découvrir ce qui existe pour ceux qui n'ont pas encore aujourd'hui la visibilité totale. Voilà, donc on vous parlait tout à l'heure d'un programme de sensibilisation RSE. Voilà, il est là. On peut faire d'abord le test oculaire. Oui, peut-être. On peut faire un petit test. Okay. Donc l'objectif, c'est pas du tout de le montrer, mais plutôt d'expliquer qu'il existe. Hein. Surtout, voilà, c'est ça, il y a un programme. D'ailleurs, moi aussi, c'est encore plus petit que là-dessus, sur mon iPad. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà, c'est un programme de sensibilisation RSE qui a été mis en place. La première session a eu lieu au mois de juin 2021. Il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est, en fin de compte, en gros, c'est de comprendre les fondamentaux de la RSE, du développement durable. C'est un petit peu la RSE pour les nuls, pour bien connaître les bases. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui, lui, se décompose en 2 webinaires différents, puisqu'au total, ce sont 4 webinaires qui sont proposés, qui durent environ 1h30, qui sont ouverts uniquement aux adhérents de la DFPCO pour l'instant. Voilà, on envisage de faire autre chose, mais pour l'instant, on va déjà servir les adhérents de la DFPCO. Et donc, dans ces 2 webinaires du niveau 2, en fin de compte, c'est d'une part d'axer le premier webinaire sur la notion de communication responsable, pour pouvoir justement éviter ce greenwashing et aussi le détecter. Et le niveau 2, c'est de connaître un petit peu quelles sont les matières considérées à la date d'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, puisque ça évolue tous les jours, puisque il y a encore pas très longtemps, le bambou, c'était super. Ça l'est toujours, sous certaines conditions, sauf pour la partie éventuellement alimentaire. Voilà, etc. Mais vous savez, on avait quand même mis 30 ans à découvrir que le BPA était pas bon. Donc là, on était beaucoup plus réactif pour le bambou quand même. Ça a été beaucoup plus rapide. L'amiante, c'était génial avant. Oui, tout à fait. Donc voilà, et puis quels sont, dans ce webinaire numéro 3 qui concerne le deuxième niveau, c'est effectivement de pouvoir détecter aussi, voilà, on parle aussi des labels qui vont bien, les certifications, voilà, un petit peu les encres, un petit peu aussi par rapport à ça. Et puis on finit le troisième niveau, de ce programme de sensibilisation concerne le fait de promouvoir, en fin de compte, le développement durable et RSE dans l'acte de vente, c'est-à-dire de pouvoir en parler. Quand on a un client, que ce soit un prospect ou un client, de pouvoir en parler, de pouvoir répondre à certaines objections aussi, et de pouvoir mettre en avant, lorsque la société s'est engagée dans une démarche RSE, de pouvoir mettre en avant la démarche RSE que la société a développée. Voilà, donc c'est un petit peu ce programme. Tu as réussi à faire des zooms, c'est génial. Oui, voilà, c'est promouvoir, c'est encore l'ancien nom, mais c'est préconisé. Voilà. Donc, on va passer au stade suivant, au slide suivant. Voilà. Donc, en gros, ce qui est pour nous, c'est pas un mot de fin, mais plutôt le début du commencement, pour faire un pléonasme. C'est vraiment de dire que, voilà, l'important, encore une fois, n'est pas de s'abreuver d'informations, mais en tout cas de faire en sorte que l'information soit maîtrisée, soit cohérente, soit prouvable et démontrable. Ça, c'est très important, en toute transparence. L'important aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que
l'ensemble des acteurs économiques qui, pour pouvoir prouver justement leur performance, puissent rentrer dans cette cohérence-là d'informations cohérentes, pertinentes, comparables et fiables. C'est pas la peine non plus d'aller vouloir faire, comment dirais-je, un parcours de TGV dans la RSE. Hein. C'est par étapes. Hein. La RSE, c'est comme dans la qualité, c'est de la maturité. Il faut y aller, il faut commencer, il faut rentrer dedans. Puis ensuite, progressivement, on s'améliore au fur et à mesure. Chaque année suffit sa peine. Et puis, l'objectif, en tout cas, pour nous, ce qu'on considère un petit peu un objectif à terme, c'est vraiment qu'il y ait une convergence de l'ensemble des acteurs dans le métier qui fasse en sorte que tout le monde a sa place et son rôle à devoir jouer. Mais ce qui est clair pour nous, c'est qu'une équipe, dans une équipe, faut que c'est toute l'équipe qui va gagner ou qui va perdre. En tout cas, l'objectif, c'est que ça gagne. Oui, l'idée, c'est très bien résumé, c'est ça. L'idée, c'est de faire en sorte que l'objet média puisse être encore utilisé dans le mix communication, puisse être promu dans le mix communication des annonceurs. Et l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un choix, en fait, c'est la survie d'un marché. Et que tout le travail qu'on est en train de faire avec la fédération, avec la totalité des acteurs, c'est pour faire en sorte qu'on puisse parler de l'objet média, qu'on puisse utiliser l'objet média, qu'on puisse aimer l'objet média, qu'on puisse faire en sorte que l'objet média soit et devienne le média préféré des Français. Aujourd'hui, il est le 3e média préféré des Français, derrière la télévision et Internet. Et l'idée, c'est qu'on remonte cette chaîne de valeur. On est capable de le faire. C'est un média qui est extrêmement apprécié, c'est un média qui est extrêmement utilisé, mais pour ça, il faut à la fois connaître la cible, la personne qui va recevoir l'objet. C'est un média qui peut transmettre les valeurs assez facilement, qui peut rentrer dans le quotidien des gens. Et on a tendance et je vais conclure là-dessus, on dit souvent que en fait, les distributeurs d'objets publicitaires sont des personnes qui cherchent à louer un espace de publicité dans le quotidien de la vie des gens. Avant de passer à la question-réponse, une dernière, peut-être un petit chiffre pour vous montrer aussi que ça bouge. Ça bouge dans le sens où à fin 2020, au sein de la fédération, donc la fédération c'est environ 200-220 membres, il y avait environ 25 membres qui ont pu signer la charte RSE de la fédération. Et pour pouvoir signer la charte RSE de la fédération, il faut avoir été évalué par un organisme tiers indépendant, un ETI, sur, que ce soit Asesia, Ecovadis ou d'autres, Bicorp ou autres, d'avoir été évalué par un organisme indépendant. On ne s'était pas donné d'objectif, parce que on ne savait pas trop. Et on peut d'ores et déjà dire aujourd'hui qu'à fin 2021, on aura plus que doublé normalement ce chiffre-là. Donc ça, c'est vraiment, ça devient significatif parce qu'on va commencer à parler, donc environ, je dirais, quand on disait entre 20 et 25 à fin 2020, ça faisait à peu près 10 à 15%. Donc lorsqu'on va passer au-delà de 20 à 25%, ça va être significatif. On pourra aussi en parler. On pourra aussi, entre guillemets, en faire du lobbying auprès d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit le gouvernement ou autre, et montrer que la profession, elle bouge. Le métier bouge. Voilà. Encore une fois, c'est pas du TGV, ça avance. Mais ça avance sérieusement et correctement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne s'est pas fixé d'objectif. C'était pour ne pas essayer de greenwasher notre propre marché et d'essayer de cumuler en fait uniquement des chiffres juste pour dire regardez, on a progressé de plus 50%, plus 200%, plus 300%. En fait, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une augmentation qualitative en fait des adhérents qui se tournent vers la RSE. Et surtout, c'est pas le fait de se tourner vers la RSE, c'est de comprendre pourquoi et de pouvoir changer, en fait, comme je le disais tout à l'heure, de changer de paradigme et de changer, en fait, surtout de façon de fonctionner, de méthode de management et de business model. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, on peut passer à des questions-réponses avec plaisir. On est là pour ça. On chemine tranquillement vers des bilans carbone par produit. Oui. Dans quelques années, parce que c'est très difficile de calculer. Est-ce que finalement, le zéro Chine est un incontournable des années à venir pour l'objet publicitaire? Alors, il y a deux sujets dans ta question. À la fois le carbone et la Chine. Alors, est-ce qu'il faut mettre en corrélation le carbone et la Chine? Je ne pense pas que ça soit nécessaire, dans le sens où on a réussi à démontrer, par exemple, que des gourdes en plastique Made in France pouvaient émettre plus de carbone qu'une gourde en inox fabriquée en Chine, dans le sens où l'inox est chinois, quasi 100% de l'inox est chinois.
Du coup, après, le ramener dans un conteneur et l'entasser dans un conteneur, c'est un mode de transport qui est amoindri. En fait, je crois plus aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler le bon sens. C'est-à-dire que, en fait, on a inversé cette pyramide qui consistait à se dire c'est bon, la Chine produit tout, donc je ne m'emmerde même pas à chercher sur mon territoire qui peut le produire. Après, je grandis mon territoire, etc. On allait direct en Chine et on se disait ok, la Chine peut le faire de toute façon. Maintenant, on a inversé ça et on s'est dit ok, j'habite à Reims. Est-ce qu'en Champagne-Ardenne, il y a quelqu'un qui est capable de le faire? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire en France? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire en Europe? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire dans le monde? Oui. Où ça? Là. Comment je peux le faire le mieux possible? C'est ça, en fait, le truc. L'idée, c'est de fonctionner par strates comme ça. Après, le fait d'y apposer du carbone, c'est un indicateur. C'est super bien. Mais tu vois, tu peux avoir un véhicule qui consomme 4 litres au 100, 0 litre au 100, et qui va être un désastre un désastre écologique. Et finalement, en fait, l'indice carbone est un indicateur à un instant T. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, la promotion qu'on fait au sein de la 2FPCO, c'est la promotion du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à tes valeurs et aux valeurs des produits que tu veux mettre sur le marché pour correspondre aussi aux valeurs de l'annonceur. Donc, ta question est super pertinente parce qu'on l'entend souvent, le truc entre Chine et carbone. Et en fait, il faut vraiment décorréler ça pour désamorcer cet argument qui, finalement, n'est pas un bon argument. Et puis, pour complémenter, j'avais lu une étude qui, de mémoire, disait que actuellement, la France serait capable d'autoproduire, en fin de compte, environ 5% de ses besoins globaux. Toute activité confondue. Hein. Naturellement, en agriculture, c'est plus. Je parle toute activité confondue. Donc, on en est très, très loin. Donc après, est-ce que l'OG Média va révolutionner l'économie de marché et faire en sorte que la Chine ne soit plus l'usine du monde? Oui, et puis... Bon, sur une partie des produits peut-être, mais ça va se faire progressivement. Et puis quel bassin territorial va pouvoir héberger des tanneurs de cuir? Est-ce que ça a du sens de remettre des tanneurs de cuir en France? Et est-ce qu'on trouvera des personnes qui voudront faire ce métier? C'est exactement ça. Ouais. Notre question? D'alignement des made in, parce qu'entre le fabriqué en France, le fabriqué en Portugal, le fabriqué en... Voilà, ça ne reflète pas toujours la même Bien réalité sûr. derrière. Alors c'est ce qu'on disait avec les labels, hein. C'est-à-dire que le made in en France n'est pas obligatoire. Il est même d'ailleurs dans les appels d'offres, territoriaux des collectivités, il est même interdit. Ils ne peuvent pas, dans un appel d'offres, dire nous souhaitons des produits qui ne soient que made in. Oui, parce qu'il y a une règle européenne qui est là. C'est ça. Il n'y a pas de préférence nationale. Exactement, ouais, tout à fait. C'est comme ça. Bon, c'est tout. Pour répondre plus strictement à ta question, une harmonisation du made in, en fait... Encore une fois, on va revenir sur le côté transparence. C'est-à-dire que si tu veux faire un produit qui ressemble à un produit français, avec un écusson bleu-blanc-rouge, avec un zip bleu-blanc-rouge, y masquer la provenance, ça peut passer, ça peut fonctionner. Après, ta question, elle est hyper importante parce qu'elle touche la norme. Est-ce qu'un jour, on pourra avoir vraiment quelque chose qui soit sur le Made in? Alors, il y a des choses qui existent. Hein. Il y a l'Origine France Garantie, par exemple, mais qui est un organisme indépendant, qui n'est pas un Made in en tant que tel. C'est-à-dire que ce n'est pas validé, c'est un organisme indépendant Il est basé sur la même logique que le Made in France législatif. Quoi. Mais en gros... Sauf qu'il le prouve. Oui, c'est ça. Il démontre, en tout cas. C'est ça. Donc... Actuellement, par exemple, pour marquer fabriqué en... Pardon, comme on est dans une petite salle, pour écrire fabriqué en France, il faut un certain pourcentage du produit qui soit réalisé en France. Et quand on se balade dans les salons en Chine, on en voit des fabriqués en France qui viennent faire leurs emplettes pour une partie des choses.
Donc, voilà. Je te laisse répondre et je répondrai sur le Chinese export ensuite. D'accord. Se fabriquer en France et se fabriquer en Portugal, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même proportion qui doit être faite localement? Alors, je ne connais pas la législation portugaise. Il va falloir que je m'y intéresse. En plus, c'est un pays que j'aime bien. J'y ai bossé, ou en tout cas, j'ai bossé pour eux pendant 8 ans. Oui, tout à fait, j'ai bien compris. Par rapport à la France, la règle, elle est relativement, pour faire simple, elle est basique. Et pour pouvoir, encore une fois, pour pouvoir dire que c'est du Made in France, il faut que, en gros, 50%, enfin, plus de 50% de la valeur ajoutée du produit soit réalisée en France. De la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée du produit. Et le transport est à inclure. On peut inclure le transport dedans. Donc, à un moment donné, en important un t-shirt à 1,50 € du Bangladesh, et en y mettant une poche cousue à plus d'1,50 €, il est Made in France. Mais moi, ouais. Oui, tout à fait. Moi, c'est l'exemple que je donne. Enfin, je donne un autre exemple. Je donne un exemple de tote bag, en fin de compte, quand je fais des accompagnements sur la RSE. Je donne un exemple sur les tote bags en disant, voilà, moi, je vous achète un coton... mais vraiment un coton plus que dégueulasse, quoi, qui a été non seulement cultivé et récolté dans des conditions affreuses dans des pays type, allez au hasard, Bangladesh, mais c'est juste au hasard. Donc il va me coûter pas grand-chose. Je le fais venir en France et je le fais monter en France. Encore mieux, je le fais monter dans un ESAT. Je le fais soit brodé, soit marqué, selon ce qu'on veut faire dessus. Et puis voilà. Enfin, il n'est pas RSE, il est Made in France. Et par contre, ça reste, entre guillemets, une daube environnementale. Voilà. Donc il y a le côté social, enfin compte, il faut, excuse-moi, il y a le côté social de la chose. C'est bien d'avoir des emplois en France et c'est très bien. Je veux dire, je ne suis pas contre le Made in France. Le seul problème, c'est qu'il faut bien comprendre ce qui est derrière cela. Et là, il y a un vrai souci. Le vrai souci, c'est que les annonceurs commencent à en parler de plus en plus parce que ça fait bien. Et pourquoi? Parce que le grand public dit, moi, le Made in France, c'est comme le bio, quoi. D'ailleurs, voilà, sur notre étude avec Florian, c'est le critère numéro 1 RSE. Oui, tout à fait. Avant les labels, avant tout ça, les gens disent on sait d'abord la territorialité du produit. Et un Made in France peut être RSE, mais un Made in France n'est pas seulement RSE. D'ailleurs, dans les critères que nous proposons, nous, à la FED, pour qu'on puisse qualifier un produit éco-responsable, le fait qu'un produit soit effectivement qualifié de Made in France réellement, c'est plus de 50%, c'est un des critères qu'on peut mettre en avant, mais ce n'est pas le seul critère, parce que, encore une fois, si la matière, c'est une daube environnementale, eh ben non, ce n'est pas la logique, quoi. Nous, on dit qu'il faut au moins un critère environnemental et un critère social, ou 2 critères environnementaux, pour pouvoir qualifier un produit d'éco-responsabilité. À côté de ça, on peut y opposer ce qu'on appelle le Made in Transparence. On a le Made in France et on a le Made in Transparence. Qu'est-ce que le Made in Transparence? Vous pouvez expliquer à votre... Et là, je ne parle pas de daube environnementale, mais vous pouvez faire fabriquer un t-shirt au Bangladesh, dans une usine certifiée, qui est parfaite, avec du coton bio, tracé, qui est transporté par un transporteur qui vous explique combien il a dépensé en carbone pour faire venir votre conteneur, et donc vous le divisez par le nombre de t-shirts que vous avez à l'intérieur du conteneur, donc tout va bien. Vous le mettez dans un ESAT, il est fabriqué, etc. Vous donnez à votre annonceur, ce produit vient du Bangladesh, il a tel et tel certificat, il a été fait avec tel coton, on a les certificats de tel coton, et derrière, on peut faire ça, etc. Et ça correspond à votre prix, parce qu'encore une fois, si c'est pour le vendre 15 € alors que ça en vaut 1,50 €, ça ne sert à rien. Il vaut mieux le faire en France, et Bernard ne me dira pas l'inverse. Et l'idée, c'est ça encore. C'est vraiment d'essayer d'aller vers le Made in Transparence. Le Made in France, ce n'est pas la réponse à tout. C'est vraiment la transparence que vous allez mettre sur la production du produit. Avant de te donner la parole, je parlais d'un point, et j'aime bien le remettre en avant. Vous savez, il y a le CE sur le produit. Oui, mais ce produit, il est CE. Alors, vous savez que pour ceux qui ne sont jamais allés en Chine, quand vous allez en Chine, en fait, vous allez sur les stands, et sur les stands, c'est marqué CE. Sauf qu'en fait, ils ont déposé un logo en interne chez eux qui s'appelle Chinese Export, qui est à peu près sur la même police que le CE, et qui a un écartement qui est un peu différent du CE. Et en fait, c'est pas interdit du tout. Donc, les produits peuvent être Chinese Export sans avoir le CE, mais ils auront le logo qui sera posé. Alors, pour répondre à la question initiale, qui était est-ce qu'il y aurait un alignement sur les Made in, c'est Gérald qui parle. L'alignement que je verrais bien, c'est qu'en fin de compte, l'Europe
considère, pour l'ensemble de l'Europe, puisqu'on n'a pas le droit en termes de préférence nationale de mettre en avant un pays, l'Europe considère de s'aligner sur la même logique que le Swissmed. Le Swissmed, c'est 90% de la valeur ajoutée du produit. Si on fait ça, ça sera de la cohérence. Là, on sera cohérent. Et pour une fois que l'Europe, dans ce cadre-là, pourrait faire quelque chose d'intelligent, dans ce cadre-là, ça serait sympa. C'est une question de confiance. Tu parlais du Swissmade, mais en effet, c'est un label étatique. Donc, c'est un label qui forcément crée de la confiance. Aujourd'hui, il n'y a pas ça en France. Il y en a plusieurs. Il y a Origine France Garantie, d'autres qui se rapportent au Code des douanes. Donc, il y a un manque de confiance. Et je disais, l'Europe devrait s'emparer du sujet, parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est un peu comme l'harmonisation fiscale. On utilise aussi le Made in, chacun dans son côté, comme un avantage ou une arme un petit peu concurrentielle. Donc c'est quelque chose qui manque probablement. Il y a peut-être une opération de lobbying à faire. Tout à fait. Puis ça permet de débadger le Made in China pour en faire un Made in France finalement. Alors que, voilà. Je crois plus, effectivement, comme dit Florent, sur le Made in Europe qui va concurrencer le Made in USA ou le Made in China, parce qu'on aura beaucoup plus de poids que finalement un Made in France qui est déjà, à mon avis, complètement galvaudé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'au global, au niveau de la société, travailler, compenser pour... Je peux donner mon image ? Vas-y. Juste l'image et après tu vas. Fais-toi plaisir. Ouais, alors moi ça me fait super rire, la neutralité carbone. Comment dire ? J'entends beaucoup de gens planter des arbres. J'ai jamais vu autant de gens planter des arbres. J'ai entendu un jour une phrase qui m'a fait beaucoup rire et que je reprends souvent, c'est que aujourd'hui, dépenser du carbone avec votre entreprise, c'est-à-dire de faire les choses, de faire des choses polluantes et de le compenser avec des arbres, c'est un peu comme si vous cassiez un mur porteur dans votre maison et que vous alliez monter une barrière dans votre jardin. Ça correspond à peu près à ça. La maison ne va pas tenir longtemps. Compenser en fait les émissions carbone d'une entreprise en plantant des arbres, ça ne sert à pas grand-chose et souvent, en plus, c'est fait par des associations de greenwashing qui ont pignon sur rue et qui peuvent le faire. Il y a des associations, et d'ailleurs Bernard pourra prendre la parole là-dessus, pour vraiment ce qu'on appelle de dépolluer les sites, d'aller en forêt. On a aujourd'hui un adhérent très actif de la fédération qui est ici autour de la table, qui lui passe des week-ends entiers à aller dépolluer la forêt, à aller récolter des déchets sur des sites naturels. En fait, la compensation carbone, elle est intéressante à partir du moment où vous avez déjà commencé à mettre en place chez vous un process de réduction carbone. Complètement d'accord. En fin de compte, c'est oui à la neutralité à condition qu'elle soit accompagnée d'autres actions environnementales et d'autres actions responsables, solidaires ou autres, sociales, etc. Mais à elle-même, ça ne suffit pas à considérer qu'il y a une démarche RSE. Vous savez que Tesla, par trimestre, c'est 490 millions de dollars de revenus juste en revendant leur crédit carbone. Et en fait, Tesla serait déficitaire si Ford, Chevrolet, enfin toutes les autres marques sur le sol américain se mettaient à faire des véhicules électriques, ce qui se passe d'ailleurs, et c'est pour ça que Tesla est en train de changer son business model, parce qu'en fait, ils ne vont plus récupérer d'argent grâce à ça. Donc est-ce qu'une Tesla est neutre en carbone ? Elle est neutre en carbone d'émission, mais est-ce qu'elle est neutre en carbone de production ? Et de recyclage. Ouais. Parce que les batteries... Et ce qui marche pour Tesla fonctionne pour les produits que vous avez dans les stands partout. Hein. Quand on vous dit que c'est neutre en carbone parce qu'on a planté des arbres pour pouvoir le neutraliser, est-ce qu'il a été éco-conçu ? Est-ce que sa fin de vie est prévue ? Est-ce qu'il est socialement responsable ? Voilà, Mais encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Je crois que là-dessus, le cœur est important. Hein. Est-ce que vous le sentez ou vous ne le sentez pas ? Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une période où il faut être transparent. Et je répète le triptyque,
on pourrait même le chanter et on pourrait le répéter tous ensemble. C'est utile, durable et responsable. Utile, durable et responsable. Utile, durable et responsable. Répétez-vous ça à chaque fois que vous avez un produit en face de vous, à chaque fois que vous avez un annonceur. Est-ce que ce produit que je vais mettre sur le marché va être utile? Est-ce que les matériaux qui ont été utilisés sont-ils durables? Est-ce que la façon dont il a été fabriqué, est-ce que c'est responsable? D'ailleurs, il vaut mieux que moi je ne chante pas, parce que sinon ça va être compliqué. Mais ceci étant, la DFPCO va aussi mettre à disposition dans les prochaines semaines ou mois, on n'est pas encore fixé exactement là-dessus, une matrice à disposition. De la même façon qu'on fait d'abord dans les accompagnements dont on vous a parlé tout à l'heure sur les webinars, on essaie justement d'expliquer comment est-ce qu'on peut qualifier en toute âme et conscience un produit d'éco-responsable, donc d'utiliser au moins 2 critères, l'idéal ça serait 3. Donc soit 2 critères environnementaux, soit un critère environnemental et un critère social responsable. Et en complément, on est en train de travailler donc, au niveau de la commission responsable au sein de la DFPCO pour une matrice qui ne va pas être une matrice de scoring, mais c'est une matrice qui va permettre en fin de compte de pouvoir comparer des produits. Et il y aura 4 thèmes qui seront positionnés et 6 principes majeurs. Donc c'est assez simple avec un petit outil Excel qui peut être associé. Bernard a contribué à cette matrice. Voilà. Et on ne veut pas faire de scoring à la fédération parce qu'on n'est pas là pour évaluer, juger, etc. On est là pour donner des outils qui permettent en fin de compte aux différents acteurs de pouvoir se prononcer en âme et conscience, et aussi et ça peut servir aux annonceurs d'ailleurs, parce que le distributeur pourra s'en servir pour l'amener vers l'annonceur en disant voilà, parce que ce que je te propose, tac, 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 ça remplit tel cadre, on peut considérer que le produit va effectivement rentrer dans cette catégorie-là. Bernard ? Oui, juste pour dire que moi je suis effectivement adhérent de la DFPCO et qu'après mûre réflexion, je me suis engagé dans le processus qui vient de vous être expliqué, donc avec Gérald, pour avoir cette observation extérieure critique de Asesia, en l'occurrence, que ça m'a fait poser des questions que je ne m'étais jamais posées, en fait. Mais des vraies questions. Ouais. Pas des questions de communication, pas des questions d'organisation, des vraies questions sur le sens de pourquoi on se lève le matin. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on cherche à la fin du mois? L'argent, ok, c'est bon, ça c'est vu. Évidemment, c'est un moyen. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, je peux aussi témoigner de l'importance de cette réflexion et de l'accompagnement qui est fait par Gérald, en particulier. Ça demande du temps, il ne faut pas se presser. Une suggestion aussi, ça m'est venu en vous écoutant, j'adore écouter aussi, le parrainage. Je pense que ça peut être aussi un bon moyen d'accompagnement. C'est qu'effectivement, de nouveaux adhérents ou des adhérents qui s'engagent bénéficient de l'aide et du soutien d'un éventuel support téléphonique, si besoin était, de ceux qui l'ont déjà fait, de revendeurs comme eux, de marqueurs comme eux. Pas simplement du grand sachant Gérald, qui en sait beaucoup, ou d'Anthony, qui est notre maître après Dieu. Non. Tant que je ne chante pas, ça va. Bref, enfin, l'histoire d'un parrainage me paraîtrait une bonne solution. C'est une bonne... Ouais. Et comme on bosse énormément sur les éléments de langage, sur les éléments qu'on donne des sens aux mots, j'aimerais, c'est une demande que je n'ai jamais faite, mais là aussi, c'est le travail que je fais de mon côté avant la prochaine webconf avec Gérald, qu'on élimine un autre élément de langage qui est fin de vie produit. Un produit ne vit pas. C'est vrai. Il a un usage. Donc j'aimerais qu'on l'appelle fin d'utilisation. Fin de cycle. Cycle de quoi en ouais, fait. C'est vrai. Cycle sous-entend une histoire de retour au départ. En fait, on n'en sait rien. Mais le mot fin de vie, moi qui défends le vivant tous les matins, ouais, tout à fait. Ça me, voilà, à le relire et à le voir dans les documents, je me dis il faut que je sorte de ce truc. C'est pas de la fin de vie, ça n'a rien à voir avec la vie. C'est hyper pertinent. Et tu verrais quoi comme fin d'usage, fin d'utilisation, fin d'usage. Ouais. Par contre, tu pourrais poster ça à ADEME parce que ça serait intéressant. Je pourrais de le poster à l'ADEME, ta question, ton besoin. Ah parce oui. que c'est tu feras ça mieux que moi. C'est vrai qu'on va voir. Ouais, mais c'est super parce qu'on a des rendez-vous avec plusieurs parties prenantes, type députés, ADEME, et ça peut être intéressant effectivement de leur expliquer qu'il faut arrêter de parler de fin de vie. Et ouais, c'est top. C'est top. Bravo, merci. On est là pour ça. Une autre question? C'est bon? On vous remercie. Ouais, c'était un vrai plaisir et cette période d'échange, elle est pour nous capitale, donc merci. Et pour ceux qui veulent adhérer, on a ramené des belles brochures et on sera hyper content de pouvoir vous accueillir au sein de la fédération. Vous avez une dernière question?
quelle est la part de l'État, en fait, dans cet objectif-là, d'aller vers le RSE? Est-ce que c'est réservé? Ce sont les associations qui sont en train de faire le boulot, ou bien au niveau de l'État également, il y a des choses qui se préparent? Alors l'État, je ne sais pas si tu veux répondre. L'État, en fin de compte, déjà l'État français réagit aussi par rapport à l'Union européenne, ça c'est le premier point. Ensuite, aujourd'hui, on est plutôt dans la logique de mettre en place des contraintes réglementaires, principalement par rapport aux grandes sociétés, puisque je crois de mémoire, il faut faire plus de... Alors il y a deux seuils, il y a un seuil d'effectifs à 500 personnes, il y a un seuil de chiffre d'affaires à 41 millions si on est coté ou pas coté au niveau de la société, voilà, où on est obligé de faire des rapports ESG sur la partie RSE annuellement. Par contre, l'Europe vient de voter quelque chose, enfin, a voté le principe mais n'a pas encore établi l'application. Mais en gros, toute société en Europe qui aura plus de 250 personnes devrait être amenée à devoir générer un rapport RSE, et ça à l'horizon 2023-2024. Et le fait de devoir générer un rapport RSE va faire en sorte que d'une part, les sociétés vont devoir réfléchir à ce qu'elles vont mettre dans le rapport. Parce que si c'est pour vous rendre un rapport vide, ça ne colle pas. Et naturellement, ils vont continuer la contrainte en disant qu'ils veulent obtenir des résultats, quoi. Donc ça, c'est le premier. C'est comme ça que l'État aujourd'hui français, entre guillemets, ou l'Europe, parce que c'est un tout, est en train aujourd'hui de réagir principalement. Et le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils réagissent par rapport à des interdictions, donc de la réglementation, lorsque la santé humaine ou animale est touchée. Souvent un peu en retard. Voilà. Mais c'est souvent en retard, effectivement. Et il n'y a pas... si vous recherchez les aides de l'ADEME, par exemple, pour pouvoir faire des démarches, d'éco-conception, etc., c'est pas évident. Il faut monter un dossier, il faut être un petit peu technocrate. Et puis c'est très long en termes de réponse. Mais, tout à fait. Souvent, il faut compter entre 6 à 8 mois pour une réponse, une réponse d'acceptation du dossier. C'est-à-dire même pas de mise en place. Donc pour finaliser la réponse, c'est plutôt c'est la bonne volonté des entreprises aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Entreprises, associations ou autres, fédérations, pour pouvoir s'engager dans ces démarches RSE. Et je terminerai avec la chose suivante. Je pense qu'ils surfent aussi sur autre chose, c'est la pression des consommateurs. Voilà, qui est en train de bouger aussi progressivement, qui va faire qu'il va y avoir des impacts aussi vers les sociétés qui fournissent, qui vendent les produits dans la chaîne supply chain, etc. Ce sont les consommateurs qui vont faire arrêter les bails chez Starbucks. Oui. Oui, bien sûr. Non, mais le consommateur est finalement la personne qui a le dernier mot. Et encore plus pour nos types de produits. Le type de produit va être utilisé par la cible de la marque et est un futur potentiel, est un potentiel consommateur de la marque ou déjà un consommateur de la marque. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, transparence et exemplarité du produit qui va être distribué. C'est important pour pouvoir préserver en fait l'image de marque et préserver la marque. Ça, c'est essentiel. Je terminerai par un point pour rendre à l'État quand même quelque chose, c'est que vous connaissez la loi AGEC, anti-gaspillage et sur l'économie circulaire. C'est la 6e ou 7e loi en 10 ans, sur 12 ans sur la partie entre guillemets. On va appeler ça éco-environnemental pour faire simple, parce que là on est plutôt dans l'environnement que dans le social ou autre. Voilà, puis il y a la toute dernière qui est climat et résilience, quand même, faut pas l'oublier non plus, qui amène un certain nombre de choses. Donc progressivement, il y a quand même des choses qui sont mises en place avec l'interdiction comment ça s'appelle, des objets plastiques à usage unique, etc. Les sachets, ça fait déjà une dizaine d'années que c'est en place globalement. Voilà, donc ils mettent quand même ils agissent. Et puis, il y a toute la partie recyclage. Ouais, c'est ça. On se faisait la réflexion, tout à l'heure. On est allé déjeuner. Il y avait d'ailleurs des gobelets comme ça marqués 100% recyclables. On a mangé avec des couverts qui étaient faits certainement en PHA ou en PLA. C'est-à-dire on est sur des polymères de carbone. On n'est plus du tout sur des polymères de type pétrolier. Tout était bien sous tout rapport, sauf qu'il n'y avait pas de poubelle de tri. Donc en fait, on a tout mis dans une poubelle qu'on appelle DIB et qui va être brûlée certainement par une entreprise de recyclage d'ici quelques heures. Voilà. Donc le recyclage en France et en Europe, il n'est pas parfait, c'est très clair. Par contre, il avance. Ouais. Et là, récemment, Citeo travaille sur un certain nombre de choses pour pouvoir améliorer la reprise des bouteilles plastiques opaques ou pas, enfin un certain nombre de choses pour pouvoir faire en sorte de réutiliser le PET justement de nouvelles bouteilles en fin de compte. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Bonne fin de salon.